Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien et je vous invite à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Ça fait l'actu. Très bonne émission sportive sous la houlette de Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La dynamique équipe de ce soir est composée de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et José Diati, bonsoir. Bonsoir, toujours la pimpante Marie-Christine Begré. Merci beaucoup José Diati. Et la question LGT pour vous, amoureux du sport. Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Donc n'oubliez pas, pour nous joindre le 27 21 59 93 99 ou bien sûr la page Facebook de la 3. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team. Et on démarre avec la première rubrique que vous connaissez, c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec le taekwondo. La crise prend une autre tournure. La crise entre la Fédération ivoirienne de taekwondo et la dissidence est en train de prendre une autre tournure. En effet, l'exploit de remise de courrier d'invitation à une passation de charge entre les dissidents et le bureau de Jean-Marc Yassé, initialement prévu ce jeudi, a été avorté. Le commissaire de justice, Inza Fofana, commis pour suivre le processus, a fait le constat amer de la fermeture du siège de la FITKD. Il s'est prononcé au micro de notre reporter, Patrick Kema. Nous nous sommes rendus tout à l'heure à la salle de passation. Nous n'avons trouvé ni Maître Yassé, ni Maître Diomandé Ali. Et par la suite, avec la presse, nous sommes rendus ici, à l'entrée du siège. Nous avons trouvé le siège barricadé. Et face à cet état de fait, nous sommes en droit de vous expliquer cela. Et ici, nous ne sommes là que pour constater ce qui s'est passé et non pour défendre ou pour étayer quoi que ce soit. Confédération africaine de football, suppression de la limite d'âge de 70 ans. C'était dans les tuyaux. L'information est désormais officielle. La Confédération africaine de football a acté la levée d'une restriction faisant précédemment barrage aux dinosaures de l'instance en vue de l'élection pour la présidence. Un scrutin prévu le 12 mars 2025. Adopté par le COMEX en septembre dernier, la proposition relative à la suppression de la limite d'âge de 70 ans aux différents postes de la CAF, notamment à la présidence de l'institution ou encore au Conseil de la FIFA, a été ratifiée mardi par la 46e Assemblée générale tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs personnalités sportives africaines avaient été freinées par la limite d'âge avant cette importante décision prise par la CAF. On peut citer l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Danny Jordan, tous les deux âgés de 73 ans, l'Égyptien Hani Abourida, 71 ans, ou encore l'Algérien Mohamed Raourawa, 77 ans. Tunisie, le sélectionneur Fawzi Benzarti remercié les deux parties. Voilà, pour le débrief des news ce soir, nous avons d'abord une information complémentaire pour vous, amoureux du sport. Classement FIFA. Les éléphants chutent à la 40e place. La dernière mise à jour du classement FIFA pour le mois d'octobre, publiée ce jeudi, révèle une chute importante pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants passent de la 3e place en septembre à la 40e position mondiale avec 1493 points, soit une perte de 15 points par rapport aux 1509 obtenus le mois précédent. La Côte d'Ivoire sort du top 5 africain et se classe désormais 6e. José Diati, la Côte d'Ivoire sort du top 5 africain. Oui, c'est compte tenu de nos dernières performances. Ça, il va de soi, on tient compte de ça. Par la même occasion, on va constater aussi que la Sierra Leone a gagné au moins 5 places. Hein. J'étais 125e, je crois. Et puis, donc,
c'est normal, mais je pense que ce sont des classements qui fluctuent. Et tous les mois, je pense qu'avec la fenêtre FIFA qui va s'ouvrir en novembre, je pense qu'on peut repartir. Et puis on remarque aussi que bon, l'élément fondamental du classement FIFA pour les pays africains, c'est la participation au mondial. Hein. Vous voyez bien que le Sénégal, le Maroc, tout ça, malgré les performances, ils sont toujours... Quand vous participez au mondial, oui. Vraiment pour descendre, quel que soit, malgré vos performances, après, vous descendez vraiment lentement. Voilà. Donc ça va venir. Jean-Philippe? Oui, c'est pour apporter un plus à ce que José vient de dire, parce que concernant ce classement FIFA, il faut le dire clairement, pour pouvoir monter au niveau de ce classement-là, il faut surtout battre des adversaires qui sont au-dessus de vous. Or, on sait que les premières places de ce classement sont prestées généralement par des nations venant de l'UEFA, de la CONCACAF. Aujourd'hui, avec la mise en place de la Ligue des Nations, il est très difficile sur les fenêtres FIFA pour les pays d'Afrique d'avoir des sparring partenaires en Europe qui sont très bien placés pour les affronter. Voilà pourquoi certaines voix s'étaient élevées contre la création de cette ligue qui allait empêcher les nations africaines d'avoir des challengers suffisants d'un certain niveau pour gravir rapidement les échelons au niveau de ce classement FIFA-là. Avant, c'était un classement à titre honorifique. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce qu'on tient compte du positionnement des nations pour les tirages au sort des éliminatoires dans les différentes zones. Et on se rend compte que la Côte d'Ivoire a fait une très mauvaise affaire à Monrovia en allant s'incliner face à l'équipe sierra-léonaise. Sûrement que ça va... On ne va pas parler de traces en tant qu'élément marquant, mais ça va tout simplement susciter un réveil chez les éléphants pour qu'ils puissent repartir et réaliser, pourquoi pas, une excellente série. Maintenant, bon, pour nous aujourd'hui, le plus important est d'être premier en remportant beaucoup de matchs amicaux, beaucoup de matchs de qualification et s'effondrer en compétition finale. Je ne le pense pas. On va regarder comment est-ce que ça va repartir, mais bon, c'est quand même triste de voir qu'on sort du top 5 africain, mais c'est nous quand même qui avons la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut être 15e, mais le trophée est chez nous, c'est pas un souci ça. Mais vivement qu'on remonte dans le classement, Jean-Philippe, et qu'on soit justement dans le top 5 africain. Bon, en mode boxe, Ngannou veut se mesurer à John Jones. Oui, l'Américain John Jones qui est champion du monde poids lourd d'une autre organisation. Et donc, il est un peu dans mes pensées, hein, ce Francis Ngannou, parce que lundi dernier, on en parlait d'ailleurs. Oui. Après avoir détruit Renan Ferreira, il veut, si vous voulez, récupérer la ceinture des lourds et faire un combat d'unification pour avoir une ceinture qui appartient à un seul des champions. Il faut savoir que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on parle de ce combat. À l'époque, Ngannou venait de battre le Français Cyril Gane. Il a récupéré la ceinture des lourds. Oui. Il devait affronter Jones quand il a quitté l'UFC pour aller à la boxe. À un certain moment, donc, la ceinture était vacante et Jones l'a récupérée dans les mains de Ngannou, le Français. Gens. Donc, voilà. Comment Gens, voilà. Donc, finalement, maintenant qu'il est devenu champion de PFL, il veut affronter Jones, qui est champion du côté de l'UFC. Ouais. C'est 2 organisations différentes, mais ça s'est fait d'ailleurs. J'en parlais lundi dernier sur la faisabilité de ce combat. Jean-Philippe était un peu sceptique, mais en boxe anglaise, vous avez plusieurs organisations du type WBA, WBC, IBF, IBO, qui sont les organisateurs des champions, et on fait des combats unifiés pour qu'il y ait un champion qui conserve toutes les ceintures. Et là, Ngannou a lancé un appel donc à Jones, qui est un très grand champion. Jones, c'est un redoutable combattant dans la catégorie des poids lourds. Ngannou, on le connaît très bien, c'est la pure merveille en ce moment au niveau de cette discipline. Okay. Est-ce que ce combat va avoir lieu? On regarde maintenant les différents promoteurs pour voir ce qu'il va en être, mais ce serait peut-être l'un des plus beaux combats en ce qui concerne cette discipline. Et Ngannou, si Ngannou veut Jones, c'est que Ngannou peut battre Jones. Ah, ok, c'est vous qui le dites, hein, Roger Stéphane. Vous me le permettez, juste un élément. Il faut noter que Ngannou était à l'UFC quand Dana White, malgré les demandes naissantes de Ngannou, n'était pas en tout cas prêt à organiser le plus rapidement possible ce combat face à John Jones. Oui. Et il a utilisé cet argument pour essayer de maintenir Ngannou au sein de l'UFC. Il lui a dit, si tu prolonges ton contrat, tu auras ce combat, tu auras tel émolument, tu auras ceci, cela. Sauf que Ngannou avait demandé qu'on revoie le contrat des autres combattants. Bref, on connaît bien son histoire qui a fait qu'il a quitté l'UFC, mais c'est dire simplement que même en étant à l'UFC, Dana White, pour des raisons peut-être de business, n'était pas très chaud
pour organiser ce combat entre Ngannou et John Jones. Donc aujourd'hui, je l'ai dit le lundi, la faisabilité, peut-être Ngannou est en train de forcer Dana White à l'accepter. Aujourd'hui, Ngannou est soutenu par des puissants moyens financiers qui viennent du monde arabe. Est-ce qu'ils vont mettre suffisamment d'argent pour amener Dana White à accepter qu'il y ait cette ceinture unifiée entre son organisation qui est l'UFC et le PFL? On attendra de voir. Lui. Donc on attendra de voir s'il va franchir le cap. Exactement. Bon, vous savez, hein, amoureux du sport, dans cette émission, justement, on parle de toutes les disciplines sportives. Donc après football, boxe, je crois un mot de basketball avec Henri Joël. Oh oui, la Ligue nord-américaine qui a ouvert ses portes récemment avec plusieurs rencontres. Et l'une des rencontres qui a retenu quand même l'attention de tout le monde, c'est cette rencontre entre les Lakers, les Los Angeles Lakers et l'équipe de Minnesota. Alors pourquoi? Parce que déjà, bon, il faut savoir quand même que les Lakers, c'est l'une des meilleures franchises de la Ligue nord-américaine, la deuxième plus titrée, hein, parce qu'on évoquait récemment le titre de Boston qui a 18 titres maintenant et les Lakers en ont 17. Mais ce n'était pas juste, je dirais, les bannières des Angelinos dont il était question dans ce match. C'était plutôt la première fois de voir un père et son fils entrer en jeu au même moment dans un même match et pour la même équipe. Alors c'est arrivé avec LeBron James et Bronny James. Voilà, il a été drafté très très loin à la 50e place par les Lakers. Donc on disait que c'est parce que son père est influent qu'il a été drafté. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, l'image est là. Les deux sont entrés. Une belle image. Voilà, les deux sont entrés sur le parquet. LeBron James, c'est plus de 20 ans dans le haut niveau. Son fils, il vient de commencer. Alors, est-ce que c'est ce qui a porté chance à cette équipe des Lakers? Parce qu'il faut savoir que depuis 2016, les Lakers n'ont jamais gagné de premier match en franchise, en saison régulière. Mais ça a été quand même... cette statistique est tombée, puisque les Lakers se sont imposés face à Minnesota. 110 à 103. À 103. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais ajouter un point, mais... Je vous en prie. Merci. Dans quelques secondes, juste le temps hein, pour la pause. Voilà. Allez, amoureux du sport, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et puis après, on revient pour le point que doit ajouter Henri Joël. Non, je ne veux pas ajouter, c'est fini. Allez, à tout de suite. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h et c'est toujours un plaisir de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie, amoureux du sport et amoureux aussi de la grande team, on peut le dire. Une autre information complémentaire pour vous, éliminatoire CAN Junior Zone UFOA-B, les Éléphantos filent en demi-finale. Bien que battus 2 à 1 par le Nigeria cet après-midi dans le cadre de la deuxième journée de la poule B, les Éléphantos ont validé leur ticket pour les demi-finales de ce tournoi qualificatif de la CAN U20 Zone UFOA-B. Leur prochain adversaire en demi-finale n'est autre que le Ghana. Un match prévu le 26 octobre prochain. José Diati, oui, les Éléphantos en demi-finale. Oui, on le disait la semaine dernière ici. Oui. Ils avaient un match capital face au Nigeria. Ils l'ont perdu, mais ayant battu le Burkina Faso, ils se retrouvent à la deuxième place et ils occupent l'une des deux premières places pour participer au deuxième tour. Je pense qu'au deuxième tour, les Éléphantos croiseront le Ghana, premier de la poule A, et le Nigeria croisera aussi le Niger. Donc c'est bien parti pour les éléphants pour une qualification à la CAN U20. Voilà, en tout cas, bonne chance aux Éléphantos. Et puis, la question LGT de ce soir. Je vous redonne donc la question LGT. Ballon d'or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Le numéro de téléphone de la 3 pour nous joindre, hein, le téléphone qui sera ouvert dans quelques minutes, c'est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Ou bien sûr, vous avez la page Facebook de la 3. Vous pouvez vous exprimer aussi sur la page Facebook. Et j'essaierai de lire vos messages, tous vos messages, dans quelques instants. Pour l'heure, on passe au focus. On y va.
Et on fait le point de la 3e journée de l'AFC Champions League, que vous pouvez bien sûr suivre sur les antennes de la 3. L'AFC Champions League Elite était à sa 3e journée. On fait donc le point avec vous, messieurs. Bon, mais déjà, avant de poursuivre, voyons ensemble les résultats. Les résultats qui s'affichent. Allez, les résultats de la 3e journée. Al-Sadd a battu Persepolis en but à 0. Match nul 0-0 entre Al-Shorta et Pactakor. Victoire en déplacement de Al-Hilal sur la pelouse de Al-Ain 5-4. Al-Rayyan à domicile a été battu par Al-Ali Saoudi 2-1. Gwangju a disposé de Johor FC 3 buts à 1. Shanghai Port a battu Central Coast Mariners 3 buts à 2. Buriram United a disposé de Pohang 1 but à 0. 2-2 entre Shandong et Yokohama. Al Gharafa est tombé à domicile 1-2 face à Al Wassel. Stegal de l'Iran a été battu par Al Nasser de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Ulsen a été battu à domicile par Vissel 2 buts à 0. Et puis Shanghai Shenhua 2-0 face à Kawasaki Frontale. Exactement. Et puis la bonne nouvelle, c'est la victoire de notre compatriote Franck Yannick Kessié, Jean-Philippe, Franck Yannick Kessié avec son club Al-Ali lors de cette 3e journée. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle puissance des Saoudiens, on s'attend à ce que cette année, ils puissent, je ne dirais pas créer la surprise, mais rétablir une sorte d'ordre. L'année dernière, c'est un club des Émirats Arabes Unis, en l'occurrence la formation de Al-Ain, qui s'était imposée dans cette compétition, je dirais à la grande surprise générale, parce que tant les Saoudiens ont non seulement le championnat le plus puissant de la zone, mais aujourd'hui ont réussi à attirer énormément de très grands joueurs. Et ils commencent bien la compétition. On sait que Franck Yannick Kessié, depuis maintenant quelques années, a pris toutes ses aises du côté de l'Arabie Saoudite et on le voit de plus en plus affûté. C'est une très bonne chose maintenant. J'espère qu'ils auront la chance de poursuivre et pourquoi pas d'arriver, je dirais, jusqu'à la finale. C'est un long processus. C'est l'une des compétitions les plus difficiles, la compétition de clubs les plus difficiles au monde quand on regarde la configuration, le nombre de matchs à jouer et autres. Et voilà, c'est assez atypique, ça change. Mais il faut dire qu'avec eux, il faut compter surtout sur la formation d'Al-Hilal. Parce que là-bas, vous avez 4 grosses formations. Al-Ittihad de Karim Benzema, Al-Hilal envoyé par Neymar, l'équipe de Khalali de notre ami Franck Kessié. Oui. Voilà, je crois que j'ai oublié Al-Nasser et Cristiano Ronaldo. Donc voilà les 4 grandes puissances de ce championnat-là. Et on est content que l'un des nôtres, surtout notre capitaine, en fasse partie. Oui, Henri Joël, sur le club de Franck Kessié. C'est un club d'abord qui se classe 2e, qui a en son sein de très bons joueurs, notamment Marez, Franck Kessié et les autres. Ils sont en train de quand même, dans cette compétition, ils sont en train de petit à petit s'imposer. C'est la 3e journée et ils sont en bonne posture. Ils sont derrière Al-Hilal, un autre club de l'Arabie Saoudite. Et puis Franck Kessié. C'est vrai que quand ils ont signé pour certains joueurs dans cette partie du monde, il y a eu pas mal de commentaires autour de leur choix. Mais aujourd'hui, on constate que quand même, il y a quand même le niveau qui, avec ces joueurs qui vont aussi tôt de l'Europe, ils vont tôt, ils sont quand même en âge d'être encore performants, bon pour le service. Et aujourd'hui, un garçon comme Franck Kessié dans ce championnat, il commence à s'imposer, il commence à prendre de l'envergure, il commence à montrer de belles choses. Et bon, voilà, on n'est pas quand même surpris de voir son club à ce niveau et surtout lui, de sa position en train de distiller de bonnes passes, notamment pour des attaquants comme Ivan Toney, par exemple. En tout cas, son club et lui seront de sérieux prétendants justement au titre de l'AFC Champions League cette année, n'est-ce pas, Roger? Bon, on espère. Est-ce qu'ils font vraiment partie des favoris? Je ne sais pas trop parce que quand même, j'ai vu que depuis l'année dernière, Al-Hilal est une très bonne équipe. Al-Nas est une bonne équipe. Al-Ain qui a gagné, comme l'a dit Jean-Philippe, est une bonne équipe. À l'ouest, à l'est, on a Gwangju. J'ai vu Gwangju, un club redoutable. Est-ce que l'équipe de Yokohama notamment. Voilà, est-ce que l'équipe de Yokohama, je crois, a fait demi-finale l'année dernière. Est-ce que l'équipe de Kessié est capable de tenir le rang? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, cette année, ils font une belle saison.
Kessé, il est en pleine forme. C'est l'un des patrons de cette formation. Il a disputé 12 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Depuis l'année dernière, d'ailleurs, il a réussi une parfaite intégration au sein de cette formation. Oui. Maintenant, est-ce que ça suffit pour aller chercher les grandes nations dans cette compétition? On n'est qu'à la 3e journée. On attend la suite des événements pour voir. D'accord. Et on a Ronaldo. Ronaldo et Al Nassr qui ont, on peut le dire, qui ont assuré le service minimum de leur côté. José Diaty. Oui, c'est toujours le grand Ronaldo. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie que tout le monde connaît. Hein. Un grand athlète. Bon, peut-être qu'il n'a pas bien démarré encore la saison. Pas mais encore. Ouais, un seul but en 3 matchs. Oui, mais il peut démarrer comme un fer à repasser. Hein. Ça va venir. Démarrer comme un fer à repasser. Oui, ça chauffe au fur et à mesure. Donc, nous sommes qu'à la 3e journée. Et je pense que moi, je n'ai pas d'inquiétude pour Ronaldo. Il va prouver. D'accord. En tout cas, jetons un coup d'œil déjà sur les classements. Allez, sur le classement, on va commencer avec le groupe A, où je dirais la conférence Est, pour être plus précis, avec le club de Gwangju, hein, qui est leader avec 9 points plus 7. Vissel Kobe est deuxième avec 7 points plus 3. Buriram est sur le podium avec 7 points, mais plus 2. Et puis au bas du classement, vous avez une équipe comme Ulsan, hein, qui habituellement fait partie des meilleures équipes. Pour l'instant, n'a pas encore marqué de points. Ils sont 12e. Et puis voilà, Yokohama, l'un des clubs aussi assez intéressant dans cette conférence Est, est 7e. Et puis au niveau de la conférence Ouest, avec Al Hilal, 9 points, 3 sur 3. Voilà, plus 8. Al Ahly de Franck Kessié, 9 points également. C'est du 3 sur 3 également, plus 4. Al-Sadd vient sur le podium avec 7 points plus 3. 7 points également pour l'équipe de Ronaldo, plus 2. Et puis au bas du tableau, Al-Ain, hein, le champion en titre, pour l'instant est en difficulté. Un seul petit point en 3 sorties, moins 3, c'est compliqué. Et Al Rayyan boucle cette poule ou bien cette conférence Ouest avec 0 points, moins 4. D'accord, c'est donc le point de l'AFC Champions League que vous pouvez suivre, bien sûr, sur les antennes de l'A3. La question LGT de ce soir, hein, objet de l'actu pour ce soir, c'est Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Donc, rapprochez-vous de vos téléphones parce que bientôt, vous allez nous appeler. Je vous donnerai le top départ pour nous appeler au 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et toujours la page Facebook de l'A3 où, bien sûr, vous pouvez nous écrire librement. Voilà. Allez, nous, on va passer au carton de la semaine. Et c'est tout de suite. On y va. Alors, avant de débuter les cartons de la semaine, bon, remotivons la troupe. Jean-Philippe, comment vous allez? Super bien. D'accord. José Diaty, comment vous allez? Très bien. Roger Stéphane, comment vous allez? Ben, je vais très bien. Henri Joël, comment vous allez? En tout cas, je suis là. Si je suis là, c'est que je vais bien. C'est mieux, parce que bon, Henri Joël a une voix un peu endormante ce soir. Non, si je suis là, c'est que je vais bien. Voilà. Si je vais bien, c'est que je suis là. Voilà, donc vous êtes là, donc vous allez bien. Ouha, ouha. Allez, on y va, messieurs. C'est jeudi soir, on y va. Voilà. Oh, oui, oui. Allez, les cartons de la semaine, je vous explique un peu le principe, très chers téléspectateurs. Le principe est très simple. Chaque chroniqueur sur ce plateau, bon, ils sont tous en forme, hein, ils me l'ont confirmé, n'est-ce pas, José Diaty? Très en forme. D'accord. Yes. Donc, choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton, bien sûr, selon son appréciation. Donc, nous avons le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement et bien sûr le carton rouge sanction. Et je demande le carton de Roger Stéphane. C'est un carton rouge. Oula, tout de suite la sanction. Et un carton rouge à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il y a de tristes événements depuis un certain moment. Oui. La première chose, c'est la dissolution du comité exécutif par le président élu. Oui. Ensuite, il y a eu une assemblée générale extraordinaire pour démettre le président élu. Dans la foulée, il y a eu une conférence de presse de recadrage. Et puis les événements de ce matin, la passation de charges manquées au siège de la fédération. Alors, j'ai des interrogations par rapport à ce qui se vit en ce moment au niveau de la fédération de taekwondo. Le président a-t-il le droit de dissoudre le comité exécutif? On lui reproche de ne pas faire d'assemblée générale de bilan depuis son élection. Est-ce que l'assemblée générale extraordinaire
qu'il a démis, plus ou moins, était-elle légale? Cette assemblée était-elle légale? Ouais. Est-ce qu'elle a respecté les tests? Est-ce que les 175 participants sont en règle vis-à-vis de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Est-ce qu'ils ont le droit d'organiser une assemblée générale extraordinaire sans le président de la Fédération de taekwondo? Donc, je pose beaucoup de questions comme ça. On est en train, tous, d'écouter les différentes parties pour voir de quoi il en est exactement. Il y a beaucoup de bruit qui court. Exactement. Je continue avec mes interrogations. Alors, que se passe-t-il réellement à la Fédération ivoirienne de taekwondo? L'une des meilleures, sinon la meilleure fédération en Côte d'Ivoire, qui nous a donné les champions olympiques, les champions du monde, etc. C'est la meilleure fédération en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts en ce moment entre les acteurs au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Est-ce qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre tous ces grands messieurs? Parce qu'il y a de très grandes personnalités à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Je ne vais pas les citer. Oui. Ou alors c'est une bagarre de clans rangés par rapport à un certain nombre d'ambitions, d'enjeux, etc., etc. Je dis des questions et une crise. On est à une crise. Il y a une assemblée générale extraordinaire qui a démis un président. Il a fait une conférence de presse pour affirmer qu'il est toujours président. Et on en est là. Carton rouge à la Fédération ivoirienne de taekwondo. On attend les acteurs pour nous expliquer ce qui se passe. Vous avez appuyé sur le haut. Parce que c'est la meilleure fédération en Côte d'Ivoire. Je rappelle encore, champion du monde, champion olympique. On ne va pas la laisser exploser avec ces différents acteurs. D'accord. Donc, carton rouge à la Fédération ivoirienne de taekwondo avec cette crise. Jean-Philippe, votre carton est de quelle couleur, s'il vous plaît? Vert. Vert, pour saluer la belle performance de l'Africa Sport d'Abidjan en ce début de saison. Il faut le dire, les Verts et Rouges ont commencé tambour battant cette 4e année en Ligue 2. Ce n'était pas facile. On sait d'où ce club-là est venu, les péripéties, avec la décision de la Fédération ivoirienne de football de les rétrograder après en avoir décidé autrement lors de la dernière réunion statutaire, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. Il y a eu donc cette missive du TAS qui avait demandé la réintroduction de la formation d'Isra en Ligue 1 et la Fédération avait annoncé dans un courrier à l'Africa qu'il devait jouer en Ligue 2 pour la simple raison qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir un nombre impair au niveau de la Ligue 1. Donc l'équipe avec ses dirigeants, malgré l'énervement que cela a suscité au niveau des supporters, on a vu là même, Roger le disait la dernière fois, les supporters qui avaient appelé au boycott et autres. Oui. Mais le président a décidé quand même de participer à cette ligue-là. Il a su remotiver les garçons qui, pour la plupart, avaient signé pour la Ligue 1. Et on s'attendait surtout à avoir cette Africa-là. Et c'était lors de la 5e journée de cette Ligue 2 que l'Africa s'est retrouvée sur le terrain face à l'équipe de l'Entente sportive de Benjerville. Et ils ont réalisé le plus grand score de la journée, 4-1. Donc on s'attend énormément au prochain match de l'Africa qui aura lieu du côté de Bouaké face à l'Espérance de Bouaké. Vous voir si les hommes de Toto Nobile vont confirmer ce qu'on pense d'eux. Donc pour ce début de saison et pour la sérénité que les garçons ont apporté à leurs supporters sur ce premier match-là, j'aimerais leur dédier juste ce carton vert pour cette semaine. D'accord, donc carton vert à l'Africa de la part de Jean-Philippe. Et le carton de Henri Joël est aussi vert, oui? Oui, un carton vert à FIBA Afrique. D'accord. FIBA Afrique qui vient de clore la 4e édition de la FIBA Africa Regional Youth Camp. C'est un programme d'élite destiné aux jeunes joueurs de basketball. Voilà, la première, je dirais l'étape première de cette 4e édition, c'était à Douala avec les jeunes garçons. Et la deuxième étape, c'était à Abidjan. Ça a commencé le 21, ça a pris fin aujourd'hui. Et ce programme a permis à une quarantaine de jeunes joueuses venues de l'Afrique d'apprendre auprès des coachs, notamment l'une des célèbres, Ngarsani, qui était présente, et surtout des coachs venus des États-Unis qui ont distillé pas mal de connaissances à ces jeunes joueuses. Okay. La clôture, c'était aujourd'hui, et voilà, les jeunes joueuses, comme je le disais, ont appris beaucoup de choses. On a vu quand même beaucoup de belles choses à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Et on espère que ce genre de camp, ce genre de rassemblement
autour du basketball se multiplient parce qu'on se souvient qu'un garçon comme Joel Embiid, c'est à un de ses camps qu'il a été détecté et aujourd'hui, il est en NBA. Donc, je pense qu'avec ces camps-là, on peut sortir plusieurs joueurs, plusieurs joueuses qui vont représenter les différentes nations africaines aux grandes compétitions. C'est bien noté. Donc, carton vert de la part de Henri Joël à FIBA Africa. Et le carton de José Diati, bon, je vends la mèche, hein, c'est un carton vert, n'est-ce pas? Oui, je donne un très joli carton vert à Seko Fofana pour son intégration au conseil d'administration du Racing Club de Lens. On voit que Seko Fofana a bien préparé et est en train de bien préparer sa transition. Voilà. Après 3 belles saisons au Racing Club de Lens, je crois que c'est une saison phénoménale, la saison 2002-2003, 2022-2023. Au moment où tout le monde s'attendait, au moment où les grands clubs le sollicitaient pour un transfert, il a décidé d'aller en Arabie Saoudite. Et il n'a pas caché, il a même dit que c'était pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Voilà. Là où au Racing Club de Lens, il était autour de 2 millions d'euros, il est passé à 15 millions d'euros comme salaire annuel en Arabie Saoudite. Et là, on voit que c'est un investissement qu'il a préparé. Il revient pour investir dans le club qu'il a vraiment soutenu et le club aussi qui l'a beaucoup aidé. Il rentre au conseil d'administration. C'est, je crois, le premier joueur en activité de la Ligue 1 actuellement qui est dans un conseil d'administration, je pense. Et vous voyez bien que c'est un investissement qui est sûr. Voilà. Donc ça montre quand même au niveau des athlètes, des footballeurs ivoiriens qui préparent un peu leur avenir. Et la catégorie de Seko Fofana est beaucoup plus dans l'investissement qui est sûr, un peu comme celle de Didier Drogba qui est à Phoenix Rising. Et contrairement à... Bon, ce n'est pas condamnable. Ouais, ce sont des athlètes qui pensent d'abord à eux, pour l'instant. Pour l'instant, ils pensent à eux. Contrairement à certains autres qui investissent, mais qui donnent aussi ce que le football leur a donné. Voilà, c'est-à-dire dans des centres de formation notamment. C'est un peu plus risqué, mais là-bas au moins, il y a l'affection humaine et il y a rendre ce que le football vous a émis. Alors vous donnez donc un carton vert. Un carton vert, un peu comme Max Gradel qui a fait son centre de formation et ainsi de suite. Voilà. Carton vert pour Seko Fofana de la part de José Diati, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc on a tous eu des cartons verts à l'exception de Roger Stéphane qui a donné un carton rouge. Roger Stéphane. Bon, à la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est bien ça. C'est bien noté. Allez, la question LGT de ce soir. Ballon d'or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Ça se passe tout à l'heure, hein, au 27 21 59 93 99. Et toujours sur la page Facebook de la 3. Pour l'heure, on marque une petite pause. Le temps de la publicité, on se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas. Allez, à tout de suite. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage. Tu tournes à droite et puis à la fin tu mets. Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à. Tu as des cabris, la plupart n'aiment pas, c'est la vie, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. Les 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct hein, sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Sur la 3, je suis toujours accompagné des autres membres de la team, à savoir ce soir, ce jeudi soir, Roger Stéphane, Jean-Philippe, José Diati et Henri Joël. Alors, il est l'heure de l'actu. Donc, on passe à...
top départ donc, pour le téléphone. Le téléphone est ouvert. Le numéro de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Donc 27 21 59 93 99. Donc la question de cette actu, Ballon d'Or 2025, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons co-ami Joseph Kizerbo qui nous dit Vinicius Junior le mérite bien. Il est un joueur qui s'est donné lui-même un nom. Il est tout à fait il est tout à fait bon pour ce Ballon d'Or. Bravo à lui. D'accord. Ballon d'Or, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? La 68e édition du Ballon d'Or reste très ouverte avec l'absence de Lionel Messi et de Ronaldo. Avant d'évaluer les chances des principaux prétendants, regardons ce sujet bien sûr préparé par la rédaction. On y va. Bon, la question LGT, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori du Ballon d'Or 2024? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Jean-Philippe? Un oui pour Jean-Philippe, un oui aussi pour José Diati, un oui pour Henri Joël. Malheureusement, oui. Ah bon, vous avez mis un oui. Oui, je sais. Malheureusement ou heureusement, mais vous avez mis un oui. Et c'est un non pour Roger Stéphane, d'accord. Bon, Henri Joël, pourquoi ce oui? Oui, ce malheureusement oui. Parce que, vous savez, les distinctions au niveau du football et surtout au niveau des sports collectifs, on a tendance à plus primer les attaquants, les joueurs offensifs. Et c'est pour cela que j'ai mis oui, parce que offensivement aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur au niveau des attaquants. Et puis, malheureusement, oui, parce que pour moi, ça devait être un autre joueur. Mais vu ce que je viens d'évoquer, notamment la part belle faite aux attaquants et surtout les dernières performances, c'est vrai qu'il est hors timing. Ouais. Pour la désignation ou je dirais pour les votes, mais quand même dans la conscience collective, avec ces performances récentes, ça va forcément emmener les votants à plus avoir en mémoire les performances de Vinicius Junior par rapport à d'autres joueurs qui peut-être sur ce début de saison ne sont pas en grande forme ou sont blessés, notamment, je vais évoquer le cas de Rodri, qui pour moi, en réalité, est le vrai Ballon d'Or. Sauf que, en fonction de cette injustice faite aux joueurs à vocation défensive et surtout aux performances de Vinicius Junior, à ses récentes performances, je me dis que c'est lui qui sera choisi. Sinon, pour moi, le Ballon d'Or devait être Rodri. D'accord, ok. Bon, voyons déjà la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, liste maintenant disponible, et puis on va avancer avec vos allez, ils sont nombreux. Hein. On va commencer avec l'Anglais Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Matthew Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé. On va essayer de tourner la page très rapidement. Voilà. Oui. Martin Odegaard, Daniel Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka et Lamine Yamal. Pour la Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? C'est un oui pour Henri Joël, même si au départ, il voyait Rodri, c'est ça? Oui, bon, je vois Rodri, mais je sais que ce sera Vinicius. D'accord, en tout cas, vous avez donné le oui. José Diati, oui. Oui, moi, je dis oui, parce que c'est vrai qu'Henri Joël parle de Rodri. Bon, j'ai un petit penchant aussi pour Rodri? Pour ce bon milieu de terrain, mais je pense que Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or. Cette année. Pourquoi? Bon, depuis l'année dernière, il y a 3 grands critères pour désigner le Ballon d'Or. Hein. Les performances individuelles, les performances collectives, et puis bon, le talent même inné même du joueur, l'influence que le joueur a dans l'équipe. Voilà. Je pense qu'avec tout... C'est vrai que Vinicius a commencé peut-être en janvier, il était un peu blessé, c'est vrai, mais il a vraiment commencé, il a vraiment terminé fort. Ouais. Et quand vous prenez le Real de Madrid aujourd'hui, bon, c'est le détonateur du Real de Madrid. Ça, il n'y a pas de doute. C'est vrai qu'il y a Jude Bellingham, mais
On a connu le Real Madrid de ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, avec un Ronaldo, avec un Benzema, les deux qui ont remporté aussi le Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, sur le front de l'attaque, bien que n'étant pas un numéro 9 nominal, on voit que c'est lui qui porte à bout de bras l'attaque du Real de Madrid. Et il fait des merveilles. Okay. Voilà. Donc, rien que pour ça, moi, je pense qu'il mérite le Ballon d'Or. Et puis, il y a la qualité individuelle du joueur lui-même. La qualité individuelle du joueur qui compte aussi dans la désignation du Ballon d'Or. Il joue sur le collectif. Individuellement, il est bon. Et il a des titres. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Ouais. Donc, ce sont des éléments mis ensemble qui me font dire qu'aujourd'hui, il mérite le Ballon d'Or. C'est vrai que ce n'est pas le Ballon d'Or aujourd'hui le plus bandant, si je m'en dis thème, mais il mérite le Ballon d'Or. Voilà. C'est pas un titre bandant. Carton jaune. C'est une très belle expression française. Oui, c'est une expression tout à fait légale. Nous avons un appelant, messieurs. Nous avons M. Jean Gaston. Bonsoir, M. Jean Gaston. Bonsoir, Marie-Christine. Moi, j'étais donc carton vert. Oh, ouais, vous êtes merveilleux. Mais les gens sont en train de donner carton seulement aux équipes, aux fédérations. Oui. J'étais donc carton vert. Oh, merci beaucoup, M. Jean Gaston. Merci beaucoup. Vous êtes un amour, vous au moins. Allez, on vous écoute. D'accord, avant de parler, je salue vraiment le directeur de la Croix. Ah, ok. Ah, alors comment, hein? Oui. Vinicius Junior, je l'ai connu, en tout cas, au Brésil en 2014. Oui. Flamengo. Lors de la Coupe du Monde, on était à Rio de Janeiro. Et puis on dit, ce petit-là, regarde comment ils jouent. Oui. Mais ce petit-là, aujourd'hui, qui a 24 ans, moi, à ce que je sache, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté. Oui. C'est lui qui doit avoir ça. D'accord. Voilà. Il mérite ça. C'est Jean Gaston Laoui qui a dit ça. Jean Gaston Laoui de l'Africa Sport. Exactement. Et on note. Voilà, notez, hein. Là, quand il passe là, vous m'appelez à la 3, je vais prendre mon cadeau. Il n'y a même pas de problème, M. Jean Gaston Laoui. On note. Et s'il ne remporte pas? S'il ne remporte pas, c'est que je vous appelez sur la place là, l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, comme moi, je suis de la mobilisation, vous dit, bon, M. Jean, voilà. Dit, le président Tani aussi, il va dire, bon, il va m'embrasser, et puis toi aussi, tu vas m'embrasser. Eh, d'accord, ok, c'est bien noté. Merci, M. Jean Gaston, je vous embrasse déjà. Allons seulement. Merci, M. Jean Gaston Laoui. Donc, Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Oui, Roger Stéphane. Non, j'ai mis un nom par principe. Parce que j'estime qu'il y a, comme d'ailleurs chaque année, hein, il y a du mépris qui est fait pour une catégorie de joueurs. Et moi, ça m'embête un peu. Hier, il a fait un triplé. Tout le monde fait une fixation sur Vinicius Junior parce que hier, il a fait un triplé. Mais quand un gardien fait des clean sheets, bon, ça passe comme ça, personne n'en parle. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez Wilfried Senghor en ce moment? Il est extraordinaire, Wilfried Senghor. Latéral droit ivoirien Monaco. Il est au top, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais demain, si Sébastien Haller fait un doublé ou bien un triplé avec les Ganes, paf! Ah mais voilà, parce qu'il joue devant. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que Vinicius, d'ailleurs, il n'est pas le meilleur joueur de la saison passée. Je vais donner quelques statistiques de certains joueurs tout à l'heure. Il n'est pas le meilleur joueur sur tous les fronts. Il est très brillant avec le Real de Madrid. Ça, on le voit. Ouais. Mais il est moribond avec la Seleção, l'équipe du Brésil. Il a loupé la Copa América. Là, en ce moment, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Brésil n'est pas performant, on ne le voit pas du tout. Donc, ce n'est pas le même joueur qu'on a aussi bien avec le Real de Madrid qu'on a avec l'équipe nationale. Donc, pour moi, il n'est pas brillant sur tous les fronts. Maintenant, sur ce qu'il a fait hier, ça ne compte pas. Parce que ce qu'il a fait hier, puisque la période est arrêtée, la période s'est arrêtée depuis juin-juillet, en fin de saison. Ouais. Et donc, ça ne compte pas. Ça compte pour l'année qui vient, pour 24-25. Là, on est 23-24. Et donc 24-25, ça va compter pour 25-26. Absolument. Donc là, c'est la saison déjà finie. Et si on regarde les éléments de la saison, j'estime qu'il y a des joueurs qui, l'année dernière, sur des éléments que je vais peut-être apporter tout à l'heure, qui ont été au top. Mais malheureusement pour eux, et comme l'a dit Henri Jouel, malheureusement pour eux, ce n'est pas le type de joueur qu'on regarde. Et c'est ça qui est dramatique. Ça fait 4 ans que j'en parle et je ne vais pas m'arrêter tant que l'injustice ne s'arrête pas. Il y a des joueurs qui ont brillé, qui ont été bons toute la saison et sur tous les fronts, aussi bien avec l'équipe nationale, aussi bien qu'en club. On en parlera tout à l'heure. Donc moi, Vinicius, bon, ben, c'était un très bon joueur. Je n'ai absolument rien contre lui, mais je trouve que
il ne mérite pas le ballon d'or. Il ne mérite pas le ballon d'or. D'ailleurs, le ballon d'or est devenu un peu énervant, un peu révoltant. Chaque année, c'est les mêmes injustices. On commence à en avoir un peu mal, excusez-moi l'expression. Mais pour moi, Vinicius n'est pas le ballon d'or pour la saison qui vient de finir. D'accord, c'est donc non pour vous, Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Davé, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Davé. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Waouh, waouh. Pour vous avoir, déjà... C'est compliqué. C'est le succès. Un véritable parcours de combattant. Et vous avez réussi. Donc, vous êtes un vrai combattant. Vraiment. Allez, bienvenue. Et puis, on vous écoute. Merci. Avant tout, je salue l'excellent Roger Stéphane et tous les excellents commentateurs, sinon tous les excellents consultants. Membres de la team, oui. C'est ça. Alors, pour cette question-là, je crois que Vinicius Junior, c'est au-delà du football. Hein. Il y a longtemps que ce jeune homme-là, il joue du très bon football. Voilà. Vous savez, le Real, moi, c'est sûr, Jacques, t'es certain que je suis un excellent supporter du Real. Mais Vinicius Junior, c'est pas qu'un footballeur, c'est autre chose, c'est au-delà du football. Et ce ballon d'or, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de méritant que lui dans ces 30 personnes nominées-là. Voilà, Rodri, on parlera peut-être de Rodri. Ben, Rodri, c'est un collectif qui a remporté le mondial, c'est pas l'individu. L'impact de Vinicius Junior au Real de Madrid, c'est connu, c'est sûr. Contrairement aux autres, là, Jude Bellingham, il est là, je ne veux pas dire qu'il n'est que l'homme de lui-même, mais il fait ce qu'il fait, il fait son bonhomme de chemin, mais c'est pas une pierre angulaire au Real, contrairement à Vinicius Junior. Les autres encore, à côté de Vinicius Junior, on peut citer qui? Je ne vois pas trop. Voilà. Rodri, là, lui, c'est Manchester City, c'est un collectif. C'est Kevin De Bruyne, c'est tout ce que vous connaissez. Voilà, donc, le ballon d'or récompense des capacités individuelles. C'est pas collectif. Autrement, c'était ça, voilà. N'importe qui allait remporter le ballon d'or autant de Messi. D'accord. Voilà, mais c'est individuel. Ok, donc pour vous voyez Vinicius Junior, c'est ça, hein? Lui et personne d'autre. S'il n'a pas ce ballon d'or, c'est que c'est une injustice. Ah, d'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Davé. Merci bien et puis bonne suite de programme à vous. Merci beaucoup, Monsieur Davé, qui nous appelait donc de Yopougon. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori du Ballon d'Or 2024, le 27, 21, 59, 93, 99, pour faire comme Monsieur Davé, qui vient à peine de nous joindre, et aussi Monsieur Jean-Gaston Laoui, ou la page Facebook de la 3, bien sûr, hein, pour répondre à la question. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori du Ballon d'Or 2024? Pour Jean-Philippe, c'est un oui. C'est un grand oui. J'ai longtemps écouté les propos d'Henri Joël et de Roger Stéphane. J'essaie de les comprendre, mais bon, je me dis que c'est une ligne directrice qu'ils suivent concernant les critiques qui ont été généralement faites, surtout ces dernières années, sur l'attribution de ce ballon d'or qui a été un mano à mano avant de devenir un trophée dédié exclusivement à Lionel Messi sur la fin de sa carrière en Europe. Maintenant, il y a une sorte de démocratisation de ce trophée-là qui va revenir un peu avec le départ du vieux continent de ces deux monstres incontestés du football. Vinicius, les défenseurs sont spectaculaires, oui, mais ce que ce gamin-là a fait pour moi depuis qu'il a mis les pieds en Europe, c'est quand même assez phénoménal et c'est à respecter. On a tous vu Vinicius quand il est arrivé, on a tous vu sa progression, on a vu les critiques. Qui ne se rappellent pas de cette fameuse phrase de Karim Benzema dans les vestiaires demandant à ses autres coéquipiers de ne pas jouer avec lui parce qu'il jouait contre l'équipe. Bon, Roger Stéphane dit on est hors délai parce que ça s'arrête. Les votes qui ne sont pas arrêtés en juin allaient être influencés. En Ligue espagnole, l'année dernière, c'était 26 matchs, il a inscrit 15 buts, 5 passes décisives. Cette année, il a 10 matchs pour 5 buts, 4 passes décisives déjà. En Supercoupe de l'UEFA l'année dernière, c'est une passe décisive. En Supercoupe d'Espagne l'année dernière, c'est 2 matchs joués pour 3 buts. Là où un enfant réalise une telle médiatique comme était un grand exploit, et le Real. Le Real, comme on appelle, a perdu un seul match en Liga, c'était face à l'Atlético de Madrid. Voilà un peu ce que le Real a réalisé l'année dernière. Donc moi je pense que Vinicius Junior est arrivé, il a grandi. Il ne faudrait pas quand même l'oublier. Il est celui-là qui a porté sur ses épaules le meilleur club du monde.
Et quand vous jouez déjà dans le meilleur club du monde et quand vous mettez en valeur, ça fait déjà 80% du travail pour que vous soyez le Ballon d'Or. Pour moi, il le mérite amplement. Ce n'est pas son positionnement qui fait qu'il le mérite, c'est ce qu'il a fait sur le terrain tout au long de la saison dernière qui a fait qu'il mérite ce Ballon d'Or. Modric, qui est milieu de terrain au Real, est peut-être le dernier milieu de terrain à avoir remporté ce Ballon d'Or. Très bien, Jean-Philippe. Voilà, donc nous avons un appelant, hein, Monsieur Koné, qui nous appelle de Mans. Bonsoir, Monsieur Koné. Madame, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis Koné Moussa, je vous appelle de Mans. Oui. Et moi, je supporte Barcelone. Hein. Mais il faut de la vérité, Vinicius, il mérite le Ballon d'Or. D'accord. Maintenant, le journaliste qui dit qu'il n'est pas d'accord là, il n'a qu'à nous proposer le jeu. Mais il a fait ça tout de suite là. Ne parlez pas en même temps que lui, s'il vous plaît, Roger Stéphane. Voilà. Allez-y, oui, Monsieur Koné. Pour lui dit un autre mérite Vinicius. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, nous, on peut l'écouter. Oui. Mais dans ces 3 dernières années, il faut de la vérité, il n'y a pas de joueur qui mérite ce Ballon d'Or, c'est Vinicius. Ok. Voilà. Maintenant, si lui dit que non, Vinicius, qu'il y a d'autres joueurs qui méritent que Vinicius, il n'a qu'à nous faire sa proposition. D'accord. D'accord. Voilà. Sinon, que moi, je suis supporter de Barcelone. D'accord. Mais malgré ça, pour vous, c'est Vinicius qui mérite. Merci beaucoup. Il mérite, Ballon d'Or. C'est bien noté, Monsieur Koné. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Monsieur Koné qui nous appelait donc de Mans. Roger Stéphane, carton jaune. Donc je réponds maintenant. Répondez maintenant, mais vous avez pris un carton jaune. Alors très bien, non, ça marche. Mais je continue pour dire que c'est pas facile d'évaluer les performances d'un latéral droit par rapport aux performances d'un ailier. Là, on donne les buts de... les passes décisives aussi. Hein. Oui, d'accord, on donne les buts de Vinicius. J'aimerais bien qu'on me donne les statistiques d'un latéral droit. Mais je vais vous donner un exemple d'un latéral droit. Allez-y. Prenez Dani Carvajal, le latéral droit du Real de Madrid. Dani Carvajal, cette année, il a tout gagné collectivement. Il a gagné la Ligue espagnole, il a gagné la Ligue des champions, il a gagné l'Euro, il a gagné la Super Coupe d'Europe. Donc, collectivement, il a tout gagné par rapport aux autres. Maintenant, on parle de qualité individuelle. Alors, je rappelle qu'il est l'un des pions essentiels du système défensif du Real de Madrid et de la Aurora. Du Real de Madrid et de l'équipe d'Espagne. L'un des pions essentiels du système défensif. Intervention, interception, relance. Dani Carvajal. Sur son influence, il est vice-capitaine de la Aurora et l'un des capitaines du Real de Madrid. Autrement, ça veut dire que son expérience sur le terrain et dans les vestiaires est un élément important. Maintenant, sur les autres éléments, bon, s'il gagne la Ligue des Champions, donc on peut le considérer comme l'un des meilleurs latéraux de la Ligue des Champions. S'il gagne la Ligue espagnole, on peut le considérer comme l'un des meilleurs latéraux de la Ligue espagnole. S'il gagne l'Euro, on peut le considérer comme l'un des meilleurs latéraux de l'Euro. Etc., etc. pour toutes les compétitions qu'il a gagnées. Alors, voilà un joueur qui a tout gagné, que tous les autres. Mais son nom n'est cité nulle part dans les trios que je vois. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est une injustice. Dani Carvajal, c'est un maître au Real de Madrid, mais son rôle, ce n'est pas de mettre des buts. Il dit, Jean-Philippe donne un chiffre mais qui me plaît. Il dit le Real de Madrid a resté une seule défaite. Et aucune défaite en Ligue des Champions. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce aux défenseurs du Real de Madrid, grâce à Dani Carvajal. Donc ça veut dire que il y a ce type de joueurs qui gagnent, qui performent. Mais comme malheureusement, ils ont des positions affaiblies de par leur situation sur le terrain, ces gens de joueurs, on n'en parle jamais. On ne fait jamais référence à eux. On ne regarde que les Vinicius, les Mbappé, les Jude Bellingham. On ne regarde jamais Achraf Hakimi. On ne regarde jamais Carvajal que je viens de citer. Et je trouve que c'est une injustice. Dani Carvajal a fait la meilleure saison possible l'année dernière que tous les joueurs. Pour vous, c'est donc une injustice. José Dati, oui. Non, je pense qu'il y a un critère essentiel aussi. J'ai cité les 3 critères tout à l'heure. Une seconde, pour vous laisser bien vous exprimer, avoir du temps. Permettez-moi de prendre l'appel. Allez-y. Nous avons donc M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Oui, M. Diomandé Mamadou. Vous êtes en mission à Mans. Vous avez quitté Sipilou. J'ai quitté Sipilou, je suis pas de Mans. D'accord, ok. En mission. En mission, vraiment en mission. Non, tu es vraiment formidable et extraordinaire. Ah, d'accord. Tu es bien. Oh, merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Je salue tout le monde, tout partout. Voilà, et puis, moi, je vous repose la question LGT, un ballon d'or 2024. Vinicius Junior est-il désormais le grand favori, M. Diomandé Mamadou? Marie-Jeanne. Oui, M. Diomandé Mamadou. J'applaudis les Vinicius Junior, là. C'est mon père.
C'est un petit diable. Vraiment, il a montré au Real de Madrid que vraiment, quand tu te prends au sérieux, le football te prend au sérieux. C'est un petit qui est un bon exemple dans le milieu du football. Donc moi, vraiment, il n'est pas cette fois-ci-là, donc vraiment, après les champions, le meilleur joueur, c'est Bobby. Donc moi, je vote à 100% pour le junior. Je sais que tu vas le rapporter. Rodia, Rodia n'est pas d'accord avec mon Rodia, il a donné pour moi. D'accord. D'accord, monsieur Djamade Mamadou. Merci beaucoup pour votre participation, en tout cas à l'émission. Oui, José Diati, vous avez le temps maintenant. Allez. Oui, j'ai dit depuis l'année dernière, il y a 3 critères essentiels, hein, comme je viens de les citer tout à l'heure. Mais il y a la présence scénique du joueur. Il y a la présence scénique du joueur. Et je ne suis pas sûr qu'en faisant une liste du Real de Madrid, quand on va faire une liste du Real de Madrid, le premier nom qui va sortir, c'est Carvajal. Je ne pense pas. Je pense pas. Parce que le premier nom qui va sortir, c'est la présence scénique. On voit tout ce Vinicius, on voit Bellingham, on voit Beckenbauer, c'est lui qui a brisé la glace. Le premier défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or en 112. Il en a même remporté en 116. Mais il était dans une génération aussi dorée. Mais quand on voit Beckenbauer jouer, c'est la classe. Donc, c'est vrai que les défenseurs sont un peu lésés, tout ça. Mais, oui, mais on n'a pas une grande visibilité sur eux. Mais ils ont un temps de jeu aussi un peu plus long que les attaquants, naturellement. Voilà. Il y a 4 défenseurs qui ont remporté le Ballon d'Or jusque-là. Et, contrairement aux attaquants, il y en a 43, 19 milieux de terrain. Mais je vais dire que, pour moi, le Ballon d'Or, les 3 critères qu'on demande, on a parlé de Carvajal tout à l'heure, c'est vrai qu'il a choisi, mais la présence scénique n'y est pas. Voilà. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est le 3e critère du Ballon d'Or qui a été mis depuis l'année dernière. D'accord, on verra les critères tout à l'heure. Jean-Philippe, avant de vous prendre, je prends Henri Joël. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, comment quantifier l'apport d'un milieu de terrain défensif et surtout d'un latéral droit? En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est facile de donner les statistiques d'un attaquant. C'est facile de donner les statistiques d'un joueur à vocation offensive. Mais comment on quantifie, comment on donne les statistiques d'un défenseur? D'un N'Golo Kanté, d'un Carvajal, d'un Rodri. Il a dit tout de suite, José, que quand on fait le classement du Real de Madrid, tout de suite, on ne met pas Carvajal. Non, je parle de la présence. La présence. Mais tout de suite, par exemple, quand on prend la grosse machine de City, le premier nom qui vient, c'est Rodri. Parce que c'est le poumon du jeu de Manchester City. Vous savez, l'année passée, jusqu'à ce que la saison ne prenne fin, à un moment où c'était un peu compliqué, tout le monde voyait Bellingham Ballon d'Or. Tout le monde voyait Bellingham Ballon d'Or. Le problème de Bellingham aujourd'hui, non seulement au niveau de l'Euro, il n'a pas pu remporter le trophée, mais son début de saison est très difficile, surtout au niveau statistique. Du coup, on l'a oublié. Sinon, l'année passée, tout le monde était unanime sur le fait que Jude Bellingham était Ballon d'Or. Mais comme, parce que je le disais, hein, la conscience collective fait que, en fonction des performances de Vinicius sur ce début de saison, tout le monde pense à lui. Sinon, la saison passée, tout le monde était unanime sur le fait que Jude Bellingham était Ballon d'Or. Mais voilà un peu le drame dans cette affaire. C'est pour cela que je dis, j'ai mis un oui, mais malheureusement parce que la performance actuelle et surtout la part belle faite aux attaquants, aux joueurs à statistiques, voilà, il faut les appeler comme ça, aux joueurs à statistiques, fait que peut-être Vinicius sera sacré Ballon d'Or. Sinon, en réalité, on essaie de bien fouiller. On comprend bien vos arguments, Joël. D'accord. Allez, Jean-Philippe, oui, vous avez la parole. Merci. J'ai pris note des éléments qu'ils ont donnés. Vous voyez, il y a un souci dans les arguments qui sont apportés ça et là. Il y a un élément sur lequel on n'insiste pas énormément, c'est le caractère décisif de l'athlète. On sort là même des statistiques. On parle du caractère décisif. Sur un terrain de football, quel est l'athlète qui va le plus au charbon, qui subit le plus de fautes, qui prend le plus de risques? Ce sont les joueurs à vocation offensive. Quel est l'ultime objectif du football? C'est de marquer des buts. C'est celui qui marque les buts qui est célébré. Donc pourquoi aujourd'hui on est choqué que lorsqu'on doit choisir parmi les 11 athlètes, celui à qui on doit décerner le trophée ou le prix de meilleur joueur, on se tourne résolument vers celui qui marque les buts. Prenons
toutes les nations qui pratiquent le football au monde et faisons un sondage en demandant à leur population, chez vous, quel est votre meilleur footballeur de tous les temps? À plus de 80%, ils vont citer des attaquants. Alors, pourquoi si le Ballon d'Or récompense des attaquants, on s'en offusque? Pour quelle raison? En Côte d'Ivoire, le débat sur le meilleur joueur de tous les temps se situe généralement entre Laurent Pokou, attaquant, et Didier Drogba. Ah ben Yaya Touré juste vient légèrement derrière. C'est toi qui dis ça. Hein? Lui, on peut faire le débat là. Monsieur, on peut faire ce débat. On ne personnalise pas le débat, il est ouvert. Même si tout de suite, la 3 lance un sondage, à la fin de l'émission, on verra qui sera désigné meilleur joueur de tous les temps du football ivoirien. Oui. Marca, un journal espagnol de Madrid, a désigné comme meilleur joueur de tous les temps Messi. On voit les statistiques de Messi. Il a terminé pur attaquant, marquant beaucoup de buts. Le meilleur joueur de toute l'histoire du monde que la FIFA nous a donné, c'est Pelé. Pourquoi? On nous disait qu'il avait marqué plus de 1000 buts en carrière. Mais depuis la nuit des temps, c'était conditionné ainsi. Et pour poursuivre au niveau de ce que je disais sur le caractère décisif, j'ai parlé du nombre de fautes subies, du niveau de risque. Je parle également de la régularité dans la performance. Je le dis, l'année dernière, tout le monde était unanime que ce ballon d'or-là devait revenir à, comme il s'appelle, à Bellingham, parce qu'il a fait un début de saison extraordinaire. Une saison complète même. Non, je dirais même un début de saison extraordinaire, calmez-vous. Parce que quand on est revenu de la première moitié de la saison, ses performances ont commencé un tout petit peu à décliner à cause comme on appelle, de la fatigue. Alors que Vinicius Junior est monté en puissance. Il était régulier dans la performance jusqu'à cette année. On parle de Dani Carvajal. Moi, je suis très bien le Real Madrid. Le début de carrière de Dani Carvajal l'année passée n'était pas facile. Il revenait d'une blessure. Il est monté en puissance. C'est à partir de la mi-janvier que Carvajal a explosé. Donc, tous les observateurs avertis du football regardent également ce genre de choses. C'est bien noté. Vous ne pouvez pas regarder une partie de la saison. Vous focalisez sur cette partie de la saison de janvier à juin, où on est en fin de saison. Donc, les trophées vont compter avec une équipe d'Espagne qui est très forte. Ça, tout le monde le sait ici en disant oui, il a remporté avec la Rora espagnole. Mais cette équipe d'Espagne est très forte. Déjà, si on leur demande, je vais terminer rapidement. Si on leur demande tout de suite de choisir même au niveau de cette équipe d'Espagne, qui était le meilleur joueur de l'Euro, ils ne diront pas Carvajal. Il a parlé de Rodri. Moi, je dirais Rodri. Voilà. Donc, vous-même, déjà, au niveau de là-bas, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Nous avons un appelant, s'il vous plaît. Nous avons un appelant de Yamsokro. Bonsoir, monsieur. Vinicius. Oui, Marie-Christine, bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau. Vous appelez comment, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur Conan, Yamsokro. Monsieur Conan de Yamsokro, bonsoir. Ça me fait deuxième fois. Ma première fois, j'ai critiqué. Waouh. J'ai critiqué notre milieu là. On a remporté la coupe. D'accord. Bon, je vais critiquer encore Vinicius Junior. D'accord. Donc, attendez, un instant, monsieur Konanda. D'abord, on répond à la question oui ou non et puis on fait les critiques ou pas. Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori pour vous? Oui, il est le grand favori par défaut. Ah, d'accord, ok, on vous écoute. Par défaut parce qu'il y a un grand joueur qui est là, que les gens ne le suivent pas de près. Ok. Rodrigo. Sur la liste, il me semble que son nom ne figure pas sur la liste. Okay. Alors qu'il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de Real Madrid. Mais pourquoi son nom ne figure pas sur la liste? Ça, je ne suis pas d'accord. Ce que notre journaliste Roger a démontré A plus B, il a pleinement raison. Je le suis de près. Il critique bien. Et ses analyses sont très logiques. D'accord. Maintenant, là, on écoute vos critiques et vos analyses, monsieur Vinicius. Voilà. Et maintenant, il est le favori actuellement. Mais c'est pas... Bon, je dis ça par défaut. Ok. Par défaut. D'accord. C'est bien noté, monsieur Conan. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite de programme. Merci à vous, merci à vous. Et on salue tout le monde. Ayam Sokro, oui, je vous ai dit. Je voulais ajouter quelque chose ajouter un peu au moulin de Jean-Philippe. Allez-y. Le ballon d'or, il y a un aspect aussi qui est l'envers du décor. C'est le marketing, le ballon d'or. Il y a la personne que vous mettez ballon d'or. Il y a un effet marketing. J'ai discuté avec des votants, ceux qui votent. On a eu des cas où Messi est sorti du chapeau. Effectivement. Voilà. Alors que ce n'était pas lui qu'on attendait. Tout ça pour une visibilité. Voilà. Donc,
quand on met Vinicius pour une question de marketing, pour le ballon d'or, ça peut peser. Ça peut peser. En 2020, il n'y a pas eu de ballon d'or à cause de la Covid. En 2021, je crois que c'est Benzema. Benzema l'a remporté. D'accord. Mais l'année dernière, il y a un joueur qui est sorti du chapeau, tout le monde ne l'attendait pas, c'est Messi. Là où tout le monde attendait Haaland, avec toutes ses performances stratosphériques. Voilà. L'un des buteurs. Ah, il n'a pas gagné devant Lionel Messi. Voilà. D'accord, messieurs. Voilà. En tout cas, donc, oui. Il y a un aspect marketing qu'il faut relever. D'accord. Voilà. Il y a un aspect marketing qu'il faut relever. Donc, le ballon d'or, aujourd'hui, dans l'équipe de Real Madrid, Vinicius est le porteur de Real Madrid et il a montré qu'il mérite ce ballon d'or. C'est bien noté. En tout cas, nous, on vous propose notre sélection des favoris pour le ballon d'or 2024. La sélection des favoris, Vinicius Junior, attaquant Real Madrid, 26 buts, 12 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, champion d'Espagne. Le deuxième, il s'agit de Rodri, voilà, le meilleur pour moi. Milieu de terrain, City, 12 buts, 14 passes décisives pour un joueur qui joue devant la défense, vainqueur de l'Euro 2024. Meilleur joueur de l'Euro 2024, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, quart de finaliste de la Ligue des Champions, champion d'Angleterre, le meilleur. Il va remporter. Ensuite, Lautaro Martinez, attaquant, Inter de Milan, 35 buts, 4 passes décisives, vainqueur de la Copa América 2024, meilleur buteur de la Copa América 2024, champion d'Italie, meilleur joueur et meilleur buteur de la Série A. Et puis, on a Kylian Mbappé, attaquant PSG, Real Madrid, en transition, 52 buts, 20 passes décisives, champion de France, meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 1 française, demi-finaliste de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions, demi-finaliste de l'Euro 2024. Jude Bellingham, milieu de terrain, Real Madrid, 27 buts, 16 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Espagne, meilleur joueur de la Liga, finaliste de l'Euro 2024. On continue avec Harry Kane, attaquant, Bayern, 52 buts, 13 passes décisives, meilleur buteur de la Bundesliga, finaliste de l'Euro 2024, meilleur buteur de l'Euro 2024, demi-finaliste de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Voilà donc pour notre sélection des favoris. José Diatit parlait tout à l'heure des critères de sélection. Donc pour cette édition, le règlement et les critères d'attribution du trophée ont connu une petite nouveauté. Donc nous, on regarde le tableau. Allez, pour ce règlement, vous avez le jury qui est composé, d'abord on va parler de ce jury là, qui est composé d'un panel de journalistes au classement internationaux, plutôt représentant les 100 premiers pays au classement FIFA. L'évaluation des joueurs est effectuée sur la saison sportive du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Une liste de 30 joueurs est établie pour le choix. Chaque membre du jury établit un classement de 10 joueurs en prenant soin d'attribuer des points comme suit. 15 au premier, 12 au deuxième, 10 au troisième et ainsi de suite. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est le nouveau système. Et puis, le classement final sera arrêté en additionnant les points obtenus par chaque joueur. Et puis, au niveau des critères, vous avez la performance individuelle, là où Rodri est bon. Il y a la performance collective et puis l'exemplarité du joueur. Voilà un peu. Voilà, donc règlement et critères, oui. Non, j'ai vu tout ça. Non, pas Henri Joël, Roger. Je pense que sur les 3 critères, c'est connu. Les joueurs cités, oui, il y a quelques très bons garçons dedans. Mais par rapport à eux, d'ailleurs, même le lot qui a été donné, il n'y a pas un défenseur dedans. Hein. Il y a même pas mais ce n'est pas grave. Mais j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Alors, parce que moi, je lutte contre cette conscience collective, justement. Parce que le football est un jeu collectif, ce n'est pas un jeu individuel. On joue à 11. Et tous les 11 sont importants. Je vous dis pourquoi. Oui. Au football, on peut jouer sans ailier. Au football, on ne peut jamais jouer sans latéral. Jamais de la vie. Mais au football, on peut jouer sans ailier. Autrement, le latéral, là, il est plus important que l'ailier. Au football, on peut jouer sans avant-centre. On a déjà vu avec des équipes. Au football, on ne peut pas jouer sans défenseur central. Ça n'existe pas. Donc, les plus importants sont les défenseurs. Au football, vous pouvez marquer un but et puis perdre le match. Même des buts perdre le match. Au football, si vous n'encaissez pas, vous êtes sûr de ne pas perdre le match. Avançons. J'ai entendu dire que
présence scénique. Roberto Carlos, il n'a pas de présence scénique, latéral gauche du Madrid brésilien. C'est un virtuose du ballon. Dans quelle équipe? Non, Paolo Maldini, il ne l'a jamais gagné. Pourtant, il faisait partie de l'épopée du Real de Madrid qui gagne les champions. Dans quelle équipe d'Italie? Roberto Carlos. Laisse-moi finir. Vous avez la parole. Voilà. Paolo Maldini. C'est ça le problème. Paolo Maldini, latéral gauche du Milan AC. Président Sénin, joueur extraordinaire. Il a été 3e 2 fois, il ne l'a jamais gagné. Comment il s'appelle? Cafu, latéral droit brésilien. Pareil, ils ne l'ont jamais gagné. La présence scénique, ce n'est pas que les attaquants. Des défenseurs sont des artistes. Ils l'ont démontré sur le terrain. D'ailleurs, un arrêt de gardien, ce n'est pas spectaculaire. Un tacle de défenseur, ce n'est pas spectaculaire. Le spectacle, il est dans tous les camps. Pour terminer. Pour terminer, oui. Mais il faut qu'on arrête au football d'avoir cette attitude de dire il y a une conscience collective, on s'appelle là-dessus. Nous, on n'est pas de la conscience, on est des journaux, on est des faits. Sur Dani Cavaral, si vous mettez tous ces noms-là dans un ordinateur avec des données, il sort. Parce que sur tous les chapitres, il est meilleur, il a gagné que les autres. Il mérite le ballon d'or. Mais malheureusement, il est latéral droit, un poste pourri au football. Et c'est ce qui fait la force des autres. Mais sinon, quand on regarde la saison qu'il a fait l'année dernière, individuellement, en étant capitaine, vice-capitaine de l'Espagne et du Real de Madrid, en ayant gagné toutes les compétitions, oui, il mérite le ballon d'or. OK, en tout cas, c'est votre avis, Roger Stéphane, et les autres aussi ont donné différents avis. Ballon d'or 2024, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? Je vous invite, s'il vous plaît, à suivre l'avis, les différents avis du public sportif ivoirien. Vinicius Junior, c'est un meilleur joueur. Sa manière de jouer, il joue bien, en fait. C'est pas... Le dernier match comme celui qu'il a joué hier, il a triplé tout ça. Et puis en plus, quand il fait ses passes, il réfléchit pour faire ses passes. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Il est fort. Moi, je pense que Vinicius, même, c'est l'homme providentiel de cette année. Pendant tout le long de la saison, il a prouvé. Et puis l'année passée, en Ligue des Champions, dans les grands matchs, il a été toujours présent. C'était l'homme fort du Real de Madrid. Donc je pense que ça serait même une faute de ne pas prendre Vinicius comme ballon d'or cette année. Effectivement, Vinicius Junior mérite ce ballon d'or car il a prouvé partout, au club comme au pays, il a prouvé que c'est vraiment lui, l'homme du moment. Au Real Madrid, par contre, des grands matchs, des grands derbys, avec des grands clubs, voilà, favoris, il a prouvé que c'est vraiment lui. Et ainsi qu'au pays aussi, dans les matchs amicaux, la Copa América, même si le Brésil n'est pas forcément en forme, mais lui, il prouve à tout moment que c'est vraiment lui, l'homme fort. Effectivement, Vinicius Junior, c'est le grand favori cette année. Il a prouvé déjà dans tous ses duels, il gagne pratiquement tous ses duels. Et il est très efficace dans les dribbles. C'est le meilleur joueur au monde en matière de dribble. Et à finition aussi, est toujours au rendez-vous avec lui. On se lasse pas de lui, en fait, tu vois. Quand je le vois jouer, vraiment, c'est un réel plaisir. Il n'y a rien à dire. Et pour moi, il mérite vraiment ce ballon d'or. Je dirais que non. Même s'il a ses performances, il a ses qualités, mais pour moi, je dirais que non. Voilà. Si on doit donner le ballon à quelqu'un, moi, je dirais Haaland est le meilleur par rapport à ses prestations, que ce soit en club, au pays. Voilà. Pour moi, il a plus de prestations et il est plus apte à recevoir le ballon que Vinicius. Voilà l'avis du public sportif ivoirien. Bon, messieurs, avant de terminer, un mot sur l'unique représentant africain, Lookman. Ben, il ne peut pas gagner. Ah d'accord, ok. Jean-Philippe et vous, Lookman. C'est pareil, mais je suis juste triste que l'Afrique ait aussi peu de représentants dans ce classement, alors qu'il y a une époque, on avait Didier Drogba, on avait Yaya Touré, on avait... Non, mais je parle du nom même, on avait Samuel Eto'o. C'est qu'à chaque fois que ça sortait, l'Afrique arrivait dans les 30 ou des 15 meilleurs joueurs à placer au moins 3 joueurs. Là, sur une liste de 30, on n'a qu'un seul. Et qui évolue encore dans un club très modeste. Donc c'est dommage. Oui, Joël Dati. Oui, Lookman, pour moi, il n'a pas sa chance. Je le vois absolument favori pour le ballon d'or africain. Ah d'accord, mais pas pour le... Oui, pas pour le ballon d'or. Oui, Roger Stéphane. Non, il ne va pas faire mieux que ses prédécesseurs. Eto'o, Drogba, Yaya, Sadio Mané a même terminé deuxième. Sadio Mané a terminé deuxième. Lookman ne va pas faire mieux que ce groupe-là. Bon, il est là, c'est pas grave, mais... il ne va pas gagner. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un Africain là-bas, heureusement. Ballon d'or 2024, Vinicius Junior est-il désormais le grand favori? C'était la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé de ce jeudi soir. Merci beaucoup. Messieurs, vous avez commencé tout en douceur et finalement vers la fin, je ne sais plus comment vous calmer, mais comme toujours, on s'en sort bien. Donc, merci beaucoup. Merci.
Merci Jean-Philippe. Merci José Diati. Merci, merci Roger Stéphane. Merci Henri Joël. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris demain vendredi pour la grande finale. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.